Et si on parlait d'histoire de l'art, et plus particulièrement aujourd'hui d'art pariétal et de peinture rupestre, c'est en tout cas ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors je me présente, Philippe, peintre éternel débutant, et aujourd'hui je vous propose de découvrir en fait l'art pariétal et la peinture rupestre sous forme en fait d'un récit où je vais vous expliquer un peu les bases de cet art et on va voir différents points. Alors bien entendu, je ne serai pas exhaustif, sachant que de toute façon je ne suis pas scientifique, mais je voulais évoquer ce sujet parce que je trouve que c'est important justement si vous vous intéressez à la peinture. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'art pariétal? Eh bien l'art pariétal, c'est un art qui vient du latin parietalis, qui veut dire relatif au mur. On l'oppose souvent en fait au terme de rupestre, qui en fait serait plus des peintures peintes sur des roches en extérieur. Enfin bon, ça c'est pour la définition, mais il faut savoir qu'en fait, on va parler essentiellement donc de peinture préhistorique et tout d'abord des origines et de la manière dont ces peintures ont été redécouvertes. 1872, Marcelino Sanz Sataoula vient d'être nommé vice-président de la commission des monuments historiques pour la région de Santander, en Calabrie. En 1875, ce dernier commence à explorer la grotte d'Altamira, connue depuis pas mal d'années par les habitants du pays. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, vu qu'il ne découvre pas les fresques encore à l'époque. Ce n'est qu'en 1879 qu'il découvre enfin les fresques grâce à sa petite fille qui lui montre du doigt. Celle-ci confond un bison avec un taureau. Bon, c'est pas très grave, ça peut arriver à tout le monde. Ravi par sa découverte, il décide alors d'engager le professeur Juan Villanova y Piera afin de confirmer ses doutes. Pour lui, en fait, il s'agit de fresques préhistoriques et donc il va présenter ses résultats en 1880 au congrès préhistorique de Lisbonne. Toutefois, malheureusement pour lui, il va se faire ridiculiser par des spécialistes français. Gabriel de Mortillet refute l'idée de Marcelino et lui dit tout simplement qu'il a dû engager un faussaire pour faire ces fameuses fresques. Oui, car les Français, mine de rien, parfois on est un peu bête. À la décharge de notre spécialiste français qui s'est quelque peu trompé, on peut reconnaître à ce dernier le fait que les peintures rupestres étaient en état exceptionnel. Et de ce fait, il a pu penser qu'elles étaient fausses. Toutefois, les découvertes se succèdent, on en découvre d'autres à Fond-de-Combe, les Combarelles et aussi à Marsoulas, ce qui finit par accréditer la thèse de notre ami Marcelino qui enfin est reconnu pour son travail. Mais après ces exceptionnelles découvertes, une question se pose. Quels âges ont ces différentes peintures rupestres et avec quel matériel elles ont été faites? C'est ce qu'on va voir justement dans le point suivant. Au niveau de la datation des différentes peintures de cette époque, on s'est aperçu qu'il n'en existait pas uniquement en Europe, même si pendant très longtemps on a pensé que c'était exclusivement dans cette région de la Terre qu'on pouvait retrouver des peintures rupestres. Aujourd'hui on en trouve notamment en Amérique du Sud, mais il y en a aussi notamment sur l'île de Sulawesi où on a retrouvé des peintures rupestres en Indonésie qui sont datées d'environ 40 000 ans. Si l'on s'intéresse aux différents pigments qui composent la peinture du Paléolithique et notamment des peintres de la grotte de Lascaux, on s'aperçoit très vite qu'en fait leur gamme de couleurs est assez restreinte. On peut dire que pour le rouge, ils utilisent notamment des hématites, mais ils peuvent aussi utiliser par exemple du jaune avec des goethites et aussi de l'oxyde de manganèse pour faire le noir. Dans d'autres tribus, on a trouvé notamment de l'os broyé pour faire le noir, voire des cendres. Ça peut être aussi une autre solution. On trouve à peu près une vingtaine de pigments dans la peinture paléolithique et le choix des couleurs est assez restreint. Rares sont des couleurs comme le mauve qu'on peut retrouver toutefois sur le blason qu'il y a dans la grotte de Lascaux. Au niveau des liants, on soupçonne qu'ils utilisaient peut-être de la salive, voire de l'urine ou encore du miel, mais on n'a pas vraiment de preuves par rapport à ça, même s'il est possible qu'ils aient utilisé ces produits-là. Concernant les outils, ils gravent tout d'abord leur dessin. Alors pour graver leur dessin, qu'est-ce qu'ils utilisent? Eh bien, ils vont utiliser tout simplement des burins. Alors, ils vont graver le contour de leur dessin, voire même au-delà, et ça va leur permettre en fait de reproduire leurs différents animaux. Vous remarquerez aussi que des fois, pour faire un effet de perspective, quand c'est des pattes qui sont un peu plus loin, ils laissent un petit écart entre le corps du sujet
et la pâte en elle-même, ce qui donne un effet en fait de profondeur. Et ça, c'est pas bête pour voir qu'en fait à l'époque ils connaissaient pas du tout la perspective. Ça s'arrête pas là, bien évidemment. Ils ont aussi des pinceaux ou des touffes de poils, si on peut le dire ainsi, qui leur permettent donc de peindre directement avec du pigment. Le pigment, comment ils se le produisent? Bien évidemment en le broyant avec des sortes de, disons, de petits réceptacles qui leur servent à broyer justement ce pigment. Donc c'est de la roche, et ils l'utilisent après bien évidemment avec des liants. Alors ça, comme je vous ai dit précédemment, on ne sait pas trop les liants qu'ils utilisaient, mais on a des gros doutes. Pour le reste, ils utilisent aussi des systèmes de pochoirs, comme vous pouvez le voir à l'image. Là, vous aurez les différents outils des peintres de l'époque, et donc ils utilisent aussi donc la projection avec une sarbacane. Alors, ils peuvent tout simplement recracher leur peinture à travers la sarbacane, et ça leur permet donc de faire des effets assez diffus sur leur peinture. Donc en tout cas, vous voyez, c'est très intéressant de se pencher sur cette période, parce que justement on voit qu'avec peu de moyens ils arrivaient à faire des peintures tout à fait potables. C'est une leçon pour nous, parce que tout simplement on s'aperçoit qu'il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'outils pour arriver à réaliser des beaux dessins, et que c'est avant tout en fait l'astuce qu'on peut avoir qui va faire la différence. En tout cas, si ça vous intéresse, eh bien, je vous propose de mettre dans les commentaires si vous aimeriez par la suite que je fasse une démo de peinture rupestre. Alors, sachant que je m'y connais pas du tout, mais en tout cas de tenter d'en refaire une. Et si c'est le cas, eh bien, je le ferai. Et si vous en avez fait, vous pouvez mettre bien évidemment aussi vos liens. Je serai intéressé de découvrir la manière dont vous y êtes pris pour réaliser des peintures rupestres. C'est très intéressant. Donc, ça serait dommage, en tout cas, de ne pas partager cet aspect des choses. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter dans les commentaires. Et c'est avant tout le but de cette vidéo. Il y aura par la suite d'autres vidéos sur la peinture et sur l'histoire de l'art en général. Là, c'était donc sur la peinture rupestre pour commencer, mais par la suite, je vais essayer de nous rapprocher de notre époque, et je parlerai aussi de peintres connus, plus récents. Donc on verra. Ça sera au fur et à mesure de mes découvertes et puis aussi de ce que j'ai envie de parler. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Et puis comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le guide du peintre débutant sur mon site chainspire.fr et vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!